Dans les années 50 après Warp, l'influence de la Fédération planétaire terrienne se faisait particulièrement sentir sur Mars, en réponse aux graves problèmes d'insécurité qu'avait provoqué le second exode martien. Il en résulta un fort sentiment nationaliste qui se concrétisa en différents partis et groupes extrémistes prônant l'indépendance de Mars. Et l'un d'entre eux, particulièrement actif, commença à se détacher des autres, l'Alliance martienne indépendantiste. L'AMI travailla dur pour exacerber le sentiment d'injustice ressenti par la majorité des Martiens, dénonçant les abus de la FPT en marge de la politique conventionnelle. Ils se rendirent malheureusement compte que rien ne pourrait bouger en ouvrant simplement les yeux des citoyens. Il fallait, d'une manière ou d'une autre, prendre part au jeu politique pour en prendre le contrôle et lutter efficacement contre la FPT. Formant un parti politique factice et s'affichant comme pro-terrien, l'AMI parvint à intégrer petit à petit le Conseil Rouge sous couvert d'assassinat et de corruption. Jusqu'au jour où, en 62 après Warp, l'ensemble des magistrats rouges furent des membres de l'AMI, y compris son leader charismatique, Garek David. Une fois au pouvoir, David s'empressa de s'opposer ouvertement à la FPT qui croyait jusque-là tenir le Conseil Rouge en laisse. Tous les magistrats en place étaient des hommes et des femmes de confiance, habités d'une forte volonté et d'un idéal pour Mars. Ils résistèrent à toutes les tentatives de menaces et de corruption imposées par la FPT et finalement finirent par apposer une demande d'indépendance de Mars. Bien entendu, les préators s'indignèrent d'une demande aussi ridicule et refusèrent catégoriquement de scinder l'humanité en deux sous prétexte qu'un groupe d'illuminés s'était pris d'idées de grandeur. Les débats s'envenimèrent et les tensions allèrent en s'accentuant durant plus d'une année. Voyant que les débats ne déboucheraient jamais sur une solution en sa faveur, Garek David prit la lourde décision de faire sécession le 30 novembre 63 après Warp. Imposant la loi martiale, Garek David prendra le contrôle total de la planète rouge en l'espace de quelques jours et s'autoproclamera grand princeps de Mars. Les 4 autres magistrats rouges deviendront alors ses grands généraux, lui servant de conseiller et d'état-major pour l'inévitable conflit qui suivrait sa séparation avec la FPT. David dut cependant calculer avec la réticence des gouverneurs des cités-dômes qui ne furent pas tous ouvertement d'accord avec sa prise de pouvoir. Ce ne sera qu'après plusieurs jours de négociations houleuses que le grand princeps parviendra à un accord, offrant non seulement l'indépendance à Mars, mais également celle des cités-dômes sous le contrôle total de leur gouverneur attitré. David renommera alors officiellement son gouvernement l'Alliance martienne indépendante, une coalition de cités travaillant de concert pour se libérer de la domination terrienne. Regroupant toutes les forces militaires mises à disposition par la cité Dôme Bellum, David imposera le blocus du point de sortie de la station Warp, et tous les vaisseaux rejoignant Mars seront alors systématiquement capturés ou détruits. Ce sera en l'occurrence le cas pour une puissante flotte de guerre envoyée par la FPT afin de forcer le blocus et effrayer l'AMI. Sans succès. Cela faisait plusieurs mois que Mars se forgeait une puissance militaire conséquente, et celle-ci parviendra à tenir tête à la force d'intervention terrienne. Un conseil de crise sera alors réuni sur Terre, les préators ne sachant plus comment réagir à cette situation inédite. L'humanité n'avait pas été divisée ainsi depuis plus d'un siècle, et personne ne semblait savoir comment ramener l'AMI dans le giron de la FPT. D'un commun accord, le Conseil des magistrats votera la mise en place d'une force militaire exceptionnelle, afin de ramener les rebelles dans le rang. Sachant pertinemment que l'accès du Grand Tunnel serait bloqué, le Conseil décidera alors d'envoyer un puissant groupe d'intervention composé exclusivement de mécaguards et équipé d'un tout nouveau système de propulsion Warp personnel. Ainsi naquit l'escadron Talion, mené alors par le très jeune major Kyosuke Hideka. Il profitera de la nouvelle technologie pour se déployer en plein cœur du système défensif de l'AMI, passant derrière le blocus et prenant par surprise les rebelles. Cependant, les ordres de Kyosuke ne furent pas de prendre la flotte séparatiste à revers, mais bel et bien de frapper directement ses installations, afin soi-disant de perturber ses lignes de ravitaillement et sa capacité de production. Mais en réalité, il s'agissait surtout d'un étalage de violence gratuite, censé servir d'exemple à l'AMI. Si dans un premier temps la mission se déroula sans anicroche, Kyosuke et son escadron frappant dépôts de munitions et centrales à plasma, il advint rapidement que ses objectifs devenaient de plus en plus étranges et que ses cibles présentaient de moins en moins d'intérêt stratégique. Tandis que le doute s'immisçait dans les esprits de l'escadron Talion, et plus particulièrement de Kyosuke, la défense se mit en place, et les 4 grands généraux et leurs hommes, menés par Garek David en personne, engagèrent les mechas de la FPT à bord de leur propre machine expérimentale. Un combat intense démarra entre les deux camps, mais il apparut rapidement que la FPT disposait de l'avantage, aussi bien sur le plan technologique que numérique. Plusieurs mécaguards de l'escadron Talion, dont le major Kyosuke, parvinrent à rompre l'engagement pour poursuivre leurs opérations de sabotage. Cependant, quand l'état-major ordonna à Kyosuke de bombarder une structure encore pleine de civils, le major dut se résoudre à choisir entre sa loyauté et sa conscience. Il ne fallut que quelques minutes à Kyosuke pour prendre sa décision.
Refusant l'ordre, l'officier prétextera une supériorité stratégique de l'ennemi et ordonnera une retraite tactique dans le périmètre stratosphérique de Mars. Durant le même temps, dans l'espace, la bataille autour de la station Warp jumelle continuait de faire rage. Désireuse d'accomplir une action décisive pour mettre fin à la sécession, la FPT avait décidé d'engager une part importante de ses forces, regroupant près de 70% de sa flotte ainsi que 50% de ses Guardians. Mars réagira cependant rapidement à l'agression et déploiera la majeure partie de sa flotte pour repousser les envahisseurs, raison pour laquelle l'escadron Talion ne se vit opposer qu'une si faible résistance. S'en suivrait l'une des batailles les plus titanesques de l'histoire de l'humanité. Des dizaines de milliers de personnes succombèrent à chaque minute de l'affrontement. Des armes capables de raser des villes entières entrèrent en fusion à force d'utilisation, et des dizaines de vaisseaux de guerre disparurent à chaque instant dans des explosions stroboscopiques. La chance finit cependant par choisir son camp, et un avantage se dévoila comme étant potentiellement la victoire finale pour la Fédération. En effet, il paraissait évident que l'AMI avait mis en place des ressources incommensurables pour défendre sa station Warp, et sa défaite ici porterait un coup irréparable à ses forces. Le grand amiral Toshi, préator et éminent commandant de la FPT, se laissera alors emporter par son désir de gloire, et tandis que l'AMI semblait battre en retraite, s'éloignant de la station Warp, il ordonnera la prise de contrôle de cette dernière, s'approchant dangereusement de l'immense bâtiment spatial. C'était ce qu'attendait l'AMI pour exécuter son plan. Ordonnant la désactivation des systèmes de confinement de la station, Mars provoqua un terrible cataclysme Warp. Malheureusement pour l'AMI, l'escadron Talion eut vent de la manœuvre et parvint à alerter la flotte fédérale au dernier moment. Trop tard cependant pour empêcher bon nombre de vaisseaux de disparaître dans l'explosion de la station. Pire encore, celle-ci fut bien plus puissante que prévu et la flotte martienne fut également touchée par la déflagration apocalyptique. Fort heureusement, l'action de Kyosuke et de ses hommes parvint à éviter une hécatombe et le bilan fut bien moins lourd qu'il n'aurait pu l'être. La suite de la guerre ne se termina cependant pas aussi bien. Ayant compris l'objectif de la Fédération, l'AMI renforcera alors ses défenses afin de prévenir toute nouvelle intrusion sur son territoire. David œuvrera alors au maximum pour soutenir la population martienne dans l'effort de guerre, jouant sur son image de sauveur lors de l'affrontement avec l'escadron Talion. Sa cote de popularité grimpera en flèche auprès des civils de toutes les cités d'Home, et ce malgré les tensions pouvant exister entre les gouverneurs et le grand princeps. À partir de là, il ne fallut pas longtemps pour que la majorité de la planète rouge se ligue derrière David, qu'elle voyait comme le leader qui l'amènerait à la victoire. De son côté, la Fédération ne resta pas les bras ballants, appliquant une intense propagande militaire et jouant allègrement sur le sentiment de supériorité terrienne inculqué aux foules plus d'une décennie auparavant. Les terriens, attachés au sentiment d'unité de l'humanité et se croyant l'outil de celle-ci, acceptèrent avec joie cette occasion donnée par leur gouvernement de participer à la libération de Mars et à la destitution d'un dictateur. Si dans un premier temps les affrontements furent frileux, les deux factions se testant l'une l'autre, la violence monta crescendo au fil des semaines, puis des mois, pour finalement atteindre un seuil critique où la moindre bataille prenait des proportions titanesques et où les vainqueurs sortaient au final plus meurtris que victorieux. Il ne fallut par ailleurs pas longtemps pour que les combats débordent dans les villes terriennes et martiennes, causant des pertes effroyables chez les civils. Le moral, aussi bien des troupes que de la population dégringola, et malgré la propagande et le soutien des gouvernements, il s'avérait évident que si les choses continuaient sur cette lancée, les deux factions subiraient une révolte populaire en plus de la guerre déjà en cours. C'est ainsi, essentiellement grâce à l'action politique du tout récent centre diplomatique interplanétaire, instauré par nul autre que Kyosuke Hideka, qu'en 66 après Warp, la première trêve de ce conflit fut décidée d'un commun accord entre la FPT et l'AMI. Cette trêve dura un peu moins de 3 semaines, après quoi, sous des prétextes fallacieux, les combats reprirent de plus belle. Ce fut ainsi qu'une série d'arrêts et de reprises du conflit s'enchaîna, plus par souci d'épuisement que dans un réel effort pour la paix. Et en l'espace de 3 ans d'une guerre totale, les deux camps finirent par atteindre une impasse. Le bilan était catastrophique pour les deux camps, ayant chacun perdu la quasi-totalité de leurs forces militaires dans cet affrontement insensé. Une trêve à durée indéterminée fut ratifiée au CDI à la fin de l'année 69 après Warp, et les deux factions meurtries commencèrent à camper sur leurs positions, fortifiant de nombreuses stations spatiales à travers le système solaire, et provoquant ainsi un statu quo de la guerre. Les rares affrontements qui suivirent furent sporadiques, et aucun ne relança l'escalade à la violence. En effet, aussi bien l'AMI que la FPT préférèrent utiliser leurs ressources pour panser les blessures de la guerre, plutôt que pour relancer un affrontement stérile. Cette mise en place d'une nouvelle guerre froide permit d'atténuer progressivement les tensions entre les deux factions. Et même si chacune d'elles guettait toujours l'occasion de reprendre l'avantage, il était clair que la guerre avait pris un tournant plus politique que militaire. Grâce à l'aide du CDI, porté par un Kyosuke Hideka ayant la confiance des deux camps, des accords commerciaux furent même acceptés entre les deux factions,
Et malgré quelques épisodes tumultueux, un équilibre précaire s'installa durant les 30 années qui suivirent. Les citoyens vécurent alors en prenant en compte le conflit en latence, se préparant mentalement à une potentielle reprise des hostilités. Les gouvernements, pour leur part, favorisèrent une mentalité guerrière, plaçant les militaires au rang d'une sorte d'élite rêvée pour la population, et subventionnant secrètement des corsaires et divers groupes de mercenaires pour frapper les navires adverses sans s'impliquer directement. Le CDI au final était devenu l'arène d'âpres batailles politiques entre la Fédération et l'AMI, et ce malgré la médiation tempérée d'IDK et de ses soutiens. Alors que la fin de ce premier siècle après Warp pointe le bout de son nez, ce statu quo ne semble pas vouloir changer, et les deux factions rivalisent d'ingéniosité pour évincer sa rivale, tout en prenant garde de ne pas rallumer les feux de la guerre.